Donc pour situer un peu, nous sommes au milieu du XIIIe siècle, c'est-à-dire le siècle de l'apogée du Moyen-Âge classique. C'est le siècle de Saint François d'Assise, c'est le siècle de Saint Louis, c'est le siècle de Saint Thomas d'Aquin. C'est le siècle de l'essor de l'État, de l'essor des villes occidentales, de l'essor des universités. Et j'en parle parce que ça signifie que c'est aussi le siècle de l'essor d'une certaine manière de penser le monde, d'un progrès du savoir, d'une manière de formuler le droit que l'on va retrouver dans les lettres du pape remises aux frères de Plancarpin. Et c'est aussi le siècle de l'Église, d'une institution qui unit, ou en tout cas qui veut unir, l'ensemble de l'Occident latin. Le XIIIe siècle et surtout le milieu du XIIIe siècle, le moment du pontificat de ce pape Innocent IV dont on va reparler, c'est le moment qui représente peut-être l'apogée d'une certaine conception de la papauté, issue de la réforme grégorienne du XIe siècle, c'est-à-dire l'idée d'une papauté cour suprême qui unisse et qui guide toute l'Europe, l'ensemble des monarchies, autour d'un certain nombre de règles, autour d'un certain nombre de principes. Et c'est pour cela que le pape Innocent IV, en marge d'un grand concile qui avait été réuni dans la ville de Lyon, un concile en 1245 qui avait pour tâche de régler tous les problèmes de la chrétienté, a choisi d'envoyer aussi un émissaire vers les Mongols pour prendre contact diplomatiquement, et cet émissaire, c'est Jean de Plancarpin. Et Jean de Plancarpin a réussi sa tâche au-delà de toute espérance. Donc simplement quelques éléments de chronologie. Il part en 1245, il passe plusieurs mois, il passe l'hiver 1245-1246 en Pologne. Et je vais revenir là-dessus, je vais vous expliquer pourquoi. En février 1246, il passe par la ville de Kiev, et ensuite de là, il atteint les bords de la Volga, et il rencontre pour la première fois les Mongols. Il arrive à la horde de celui qui dominait à ce moment-là l'espace de la Volga, le Khan Batu. Et le Khan Batu, qui estime que la mission de Plancarpin est très importante, le renvoie auprès du grand Khan, auprès du chef de Batu. Il renvoie Plancarpin, qui traverse toute la steppe et qui arrive en juillet 1246 à la cour du grand Khan Guyuk. Il passe l'été 1246 à la cour du grand Khan Guyuk. Et surtout, il insiste, c'est un hasard, mais il arrive au moment où ce grand Khan avait son intronisation, où il y a toute la cérémonie qui fait de lui le grand Khan de l'Empire mongol. Donc Plancarpin arrive au moment où tous les ambassadeurs, tous les émissaires de toute l'Eurasie se réunissent auprès de ce grand Khan. Et ensuite, Plancarpin peut revenir en Europe, où il est de retour. Alors, il va voyager tout l'hiver 1246-1247, et il est de retour en Europe au printemps 1247. Et lorsqu'il revient, il raconte ce qu'il a vu. En fait, à travers tout son chemin de retour en sens inverse, lorsqu'il entre en Europe, il passe par le royaume de Hongrie, puis il passe par les terres germaniques, et il arrive jusqu'à la cour pontificale qui était toujours dans la ville de Lyon. Partout où il passe, partout il fait des haltes, il s'arrête, il raconte, il fait la description des territoires qu'il a vus, il raconte ce qu'étaient les Mongols, et c'est comme ça que petit à petit il commence à rédiger le noyau d'un ouvrage qui nous a été transmis. Et cet ouvrage, c'est celui que j'ai traduit, c'est un ouvrage qui s'appelle L'Histoire des Mongols, dans lequel il essaie de montrer aux Européens, de montrer aux Occidentaux de l'époque ce qu'étaient les Mongols. Et il finit donc par faire son rapport au pape en 1247, lequel pape le renvoie immédiatement auprès de Saint Louis. Et du coup, Plancarpin va aussi raconter à la cour de France ce qu'il a vu. Donc, chemin faisant, il fait ce récit qui est un des récits de voyage les plus originaux du Moyen-Âge. Et en fait, à travers ce récit de voyage, on voit qu'il y a eu une véritable rencontre de quelque chose qui peut sembler, pas seulement qui peut sembler, qui était véritablement extrêmement éloigné de tout ce que pouvaient connaître les Européens de l'époque, c'est-à-dire les Mongols. C'est cette rencontre que j'ai voulu un peu faire connaître en traduisant cet ouvrage, et puis en traduisant aussi les lettres du pape remise à Plancarpin, et puis la réponse du grand Khan mongol au pape, puisque le grand Khan mongol a répondu au pape. Puis j'ai aussi traduit d'autres textes qui ont été laissés, qui complètent un peu ce récit de voyage, qui font aussi référence aux dires de Plancarpin qui ont été recueillis, puisque Plancarpin dictait, puis que les frères prenaient en note ce qu'il disait. Alors j'ai voulu faire connaître un peu, ou un peu plus connaître ce voyage d'abord, parce que c'est une aventure, et que c'est intéressant à raconter comme une aventure. On a un homme qui a déjà une cinquantaine d'années, ce qui au Moyen-Âge représente un certain âge, qui d'ailleurs parle de son embonpoint, qui n'est plus tout jeune, et qui va se lancer à l'aventure et traverser toute l'Eurasie. Et il se plaint même de l'aventure physique que ça a été, puisqu'il doit chevaucher sans s'arrêter, donc pendant des mois à l'aller. Au retour, il raconte comment il doit dormir dans la neige, c'est-à-dire qu'on s'arrêtait juste le temps nécessaire pour dormir, on tapait dans la neige, on faisait un trou dans la neige, on se couchait dans la neige pour repartir le matin. Donc voilà quelqu'un qui a vécu cette véritable aventure. Puis à travers cette véritable aventure, il décrit l'ensemble de la diversité des peuples d'Asie qu'il a rencontrés et qui lui ont donné le vertige.
Et je vais revenir là-dessus parce que je pense que c'est aussi pour ça que ce voyage de Plancarpin, au-delà de l'aventure, au-delà de la curiosité, est très important historiquement. C'est une date qui est importante parce que c'est finalement pour la première fois que les Européens ou les Occidentaux de l'époque rencontrent une Asie plus grande que ce qu'ils connaissaient jusque-là, disons l'Orient de la Méditerranée jusqu'au monde Perse. C'est pour la première fois que les Européens se rendent compte de la taille du monde et que le fait que le monde est beaucoup plus grand et beaucoup plus divers que ce qu'ils avaient pu imaginer jusque-là. Pour la première fois, ils sont confrontés à l'ampleur inattendue d'un monde, et cette rencontre a fécondé l'histoire de l'Europe, l'histoire de l'Occident, l'a poussé vers de nouveaux espaces, vers de nouvelles conquêtes, et donc voilà pourquoi le voyage de Plancarpin est aussi significatif et important historiquement. Alors le voyage de Plancarpin en lui-même. Pour commencer, pourquoi le pape Innocent IV décide-t-il d'envoyer un franciscain chez les Mongols? La réponse est très simple, c'est parce que les Mongols venaient d'attaquer l'Europe en 1241 et il s'était retiré en 1242. Et le pape envoie Plancarpin en 1245. En fait, ces années 1240-1250 sont les années d'apogée de l'Empire mongol, qui est né à l'autre bout de l'Eurasie. Juste quelques éléments de repère. L'Empire mongol naît au début du XIIIe siècle. La date que l'on retient en général comme date symbole, c'est la date de 1206, lorsque le fameux Gengis Khan unifie un ensemble de tribus et de peuples de la steppe autour de son pouvoir. Il soumet toutes ces tribus turques, mongoles, dont je vous donne les noms parce qu'on va les retrouver, les Kéréites, les Naïmanes, les Merkites, les Tatars, qui ont fini par donner leur nom aux Mongols. Et cet ensemble qui est organisé, qui est très cohérent, qui est organisé pour la conquête, immédiatement entre en interaction avec les pouvoirs voisins et se lance dans une suite de conquêtes. Alors en 1215, ils attaquent la Chine du Nord et ils prennent la ville de Pékin. En 1218, ils sont au contact de l'Asie centrale et ils commencent à pénétrer en Asie centrale. Puis en 1236, ils sont établis en Asie centrale et en Sibérie, et de l'Asie centrale et la Sibérie, ils lancent une grande expédition sur plusieurs années, dont l'objectif sera de s'implanter sur la Volga, de soumettre les principautés russes. En décembre 1240, la ville de Kiev est prise et elle est pillée. Et puis au bout du bout de cette expédition, finalement en 1241, ils attaquent l'Europe orientale et centrale. C'est-à-dire qu'ils attaquent la Pologne, ils attaquent la Hongrie, ils remportent des victoires spectaculaires et sur les Hongrois et sur des coalitions de princes polonais et germaniques. Et au moment où ces territoires semblent perdus, tout d'un coup, au printemps 1242, les Mongols battent en retraite et reviennent et ils se réinstallent un pouvoir sur la Volga et qui soumet les principautés russes. Je vous dis ça aussi pour commencer à comprendre ce qui faisait la force des Mongols. C'est-à-dire que pour comprendre ce qui faisait la force des Mongols, il faut aussi renoncer un peu à l'image de hordes sauvages qui déferlaient, qui détruisaient tout sur leur passage et qui étaient capables de terroriser les gens. Bien sûr qu'il y a un fond de vérité, bien sûr que c'est même la base de laquelle on peut partir. D'ailleurs, ça relevait d'une mise en scène que les Mongols faisaient, c'était quelque chose qu'ils voulaient, de terroriser les populations. Et en fait, vous voyez aussi qu'il y a eu des campagnes sur une cinquantaine d'années qui n'ont jamais arrêté. Et qu'en fait, il y a une guerre permanente mongole qui est une guerre planifiée sur de longues années, avec de très longues campagnes. C'est une guerre de longue haleine. Et en fait, c'est tout un processus de conquête qui se fait de manière complexe en avançant territoire par territoire. Si je reprends l'exemple de l'Europe, quelle était l'idée? En partant de la Sibérie, soumettre la Volga et les principautés russes. Puis au bout, aller jusqu'en Europe et tâter un peu le terrain en Europe. C'est-à-dire voir comment réagissaient les Européens, connaître le terrain, les effrayer, et puis revenir chez eux en repartant de manière subite, et puis les populations restaient en état de choc. Ils pouvaient se réinstaller plus près de l'Europe. Ils avaient avancé leurs frontières de plusieurs milliers de kilomètres. Ils pouvaient installer des bases plus près de l'Europe. Puis après, dans un deuxième temps, ils auraient attaqué l'Europe orientale, puis sans doute, s'ils avaient réussi, ils auraient poussé jusqu'en Europe occidentale en installant leurs bases en Europe orientale. Vous voyez comment ils procédaient par sauts comme ça et par vagues successives qui avançaient. Je dis ça pour l'Europe, mais c'est la même chose de l'Asie centrale vers la Perse, dont la conquête définitive sera faite en 1258. Et 1258, c'est une date importante parce que c'est le moment où les troupes mongoles arrivent jusqu'à Bagdad, qu'elles prennent la ville de Bagdad, qu'elles rasent toute la lignée des califes et qu'elles s'installent sur les bords de l'Euphrate. C'est la même chose qu'elles ont fait en Chine. La conquête de la Chine commence en 1215 avec la prise de Pékin, mais elle ne s'achève qu'en 1279, lorsque la Chine du Sud est soumise. Donc, vous voyez quelque chose qui s'est fait sur des décennies et qui était en fait quelque chose d'assez complexe. Alors une fois que j'ai dit cela, quelle était la mission de Plancarpin lorsqu'il vint chez les Mongols? Officiellement, c'est de la diplomatie. C'est-à-dire que le pape lui remet 2 lettres, sur lesquelles je reviendrai un peu plus tard, mais 2 lettres. La Dei Patris Immensa, qui est un appel au baptême. C'est-à-dire le pape écrit au grand khan mongol, lui présente les fondements de la foi chrétienne et l'appelle à se faire baptiser. Et une deuxième lettre, la Cum non solum homines, où le pape demande au khan mongol quelles sont les raisons de l'invasion.
et lui demande de se justifier, puis surtout lui demande à ce qu'une telle attaque ne se reproduise pas. Donc, le premier niveau, c'est une prise de contact diplomatique. Mais comme souvent derrière la diplomatie, derrière la prise de contact diplomatique, il y a aussi une mission d'information. Et Plancarpin l'écrit en toutes lettres dès le début de son récit. Il dit, je cite, « Le pontife suprême avait donné l'ordre d'observer avec minutie et de décrire toute chose. » C'est-à-dire que Plancarpin va chez les Mongols pour voir ce que sont les Mongols et faire un rapport à son retour. D'où le récit de Plancarpin et d'où cette histoire des Mongols qu'il a rédigée. Et ce qui est intéressant avec l'histoire des Mongols de Plancarpin, c'est que ça n'est pas un récit de voyage. C'est une véritable description de la société mongole. C'est une étude ethnologique, en fait. Son ouvrage est une étude par thème, c'est-à-dire il étudie la géographie des terres mongoles, l'histoire des terres mongoles, la manière de se battre des Mongols, je vais y revenir, mais oui, il fait une étude thème par thème, et c'est seulement dans un deuxième temps qu'il rédige une deuxième partie de son texte, qui fera un dernier grand livre, rajouté après dans un deuxième temps, qui raconte son voyage. Donc il y a les deux aspects dans son histoire des Mongols, mais pour l'essentiel, c'est une histoire qui est une présentation ethnologique des Mongols. Où il étudie thème par thème, c'est par exemple, il étudie leur équipement. Donc il va décrire très dans le détail leurs armures, leurs arcs. Il étudie dans le détail leurs tactiques. Alors les pièges qu'ils montent, leur tromperie, leur habileté à cheval, l'habitude qu'ils avaient d'utiliser en permanence la fuite simulée, faire semblant de s'enfuir, d'être en déroute pour être poursuivis, pour que leurs poursuivants s'éparpillent petit à petit, puis qu'ils arrivent dans un terrain préparé à l'avance, qu'ils tombent dans l'embuscade et qu'ils se fassent tailler en pièces. Plancarpin décrit aussi en détail la discipline et l'organisation de l'armée mongole, qu'il relève avec beaucoup de précision. Puis une fois qu'il fait ça, il remonte de plusieurs crans l'explication. C'est-à-dire que, par exemple, pour expliquer cette manière de se battre mongol, il va étudier l'histoire des Mongols. C'est qu'il fait l'histoire des guerres dans la steppe entre les différents clans, entre les différentes tribus, puis il raconte la manière dont Gengis Khan est arrivé au pouvoir, dont il a construit son pouvoir. Plancarpin fait une étude du fait nomade. Il décrit le nomadisme. Et c'est lui qui fait l'analyse en expliquant comment le fait nomade, le fait d'être dans une terre géographiquement très pauvre, avec un climat qui est extrême, avec des conditions de survie qui sont très dures, oblige la population à une extrême discipline, oblige à s'habituer aux privations, oblige à s'habituer à des conditions qui sont très rudes. Donc ça fait une armée qui est particulièrement disciplinée et qui est particulièrement soumise à ses commandants. Pas comme précise Plancarpin, pas comme les armées européennes occidentales de l'époque où chaque chevalier a tendance à faire ce qu'il veut. Il parle aussi des tactiques et il explique comment cette population qui est habituée à aller à cheval dès son plus jeune âge, obligatoirement a une très grande habileté. Et comme il décrit ce phénomène, en fait, il fait véritablement le portrait d'une société mobile qui survit grâce à sa discipline, qui survit grâce à son adaptabilité. Vous voyez comment Plancarpin, en fait, ne fait pas simplement que décrire les manières de se battre, même si c'est l'essentiel. Ce qu'il veut, c'est voir comment les Mongols font la guerre pour apprendre aux Européens comment se prémunir. Mais pour expliquer comment les Mongols font la guerre, il doit étudier la société mongole. Donc il explique ce que sont les Mongols, leur manière de vivre, la manière dont la géographie influence, la manière dont l'histoire influence. Et voilà pourquoi je parlais d'une étude ethnographique. Et Plancarpin a une véritable capacité à nous montrer le monde des tentes, depuis les tentes les plus modestes, les campements mobiles avec les tentes montables et puis les divinités de feutre dans les tentes, jusqu'aux grandes tentes impériales. C'est un des morceaux de bravoure du récit de Plancarpin, lorsqu'il est reçu dans l'immense temple de cérémonie du Grand Khan, qui trône sur une immense estrade au-dessus des siens, avec à ses pieds par rang, en fonction du degré d'importance, ses parents et puis l'aristocratie la plus importante, les hommes d'un côté, les femmes de l'autre, et on voit toute la cour mongole autour de ce Grand Khan. Au passage, Plancarpin relève aussi un autre point qui est intéressant, il relève le rôle des femmes dans cette société mongole. Et il fait un portrait très élogieux en fait des femmes mongoles. Il montre qu'elles sont vives, qu'elles sont dures à la tâche et surtout qu'elles sont indispensables dans cette société, à laquelle elles participent dans une certaine mesure à égalité avec les hommes. Elles participent à la vie commune. Et il y a un signe qui ne trompe pas, c'est qu'elles aussi, elles montent à cheval dès leur plus jeune âge et qu'elles sont même habituées à se battre parfois, à tirer à l'arc. Et ici, Plancarpin montre une autre réalité du monde des steppes qui a beaucoup frappé les visiteurs, qui avait déjà frappé les visiteurs venus de Bagdad ou les visiteurs arabes qui avaient voyagé vers les peuples turcs ou turcophones les siècles précédents. C'est le fait que dans ces sociétés de la steppe qui effectivement sont plus simples, il y a une très grande égalité homme-femme que l'on perd parfois dans les grandes civilisations patrilinéaires très développées du Moyen-Orient ou voire même de l'Europe de l'époque. Et Plancarpin a relevé le rôle des femmes pour aussi une raison très simple, c'est qu'il a vu des femmes de pouvoir à la cour mongole.
lorsqu'il arrive voir le grand khan Guguk. En fait, Guguk n'était pas un personnage avec un très grand relief. Celle qui était importante, c'était la mère de Guguk. C'était elle qui avait réussi à le faire arriver au pouvoir. La mère de Guguk, qui s'appelait Toréguéné, et que Plancarpin rencontre. Et il voit comment cette Toréguéné avait son campement, avait toute sa cour autour d'elle. Donc il voit que dans la société mongole, les femmes peuvent jouer un rôle très important. Et donc ce que j'ai essayé de montrer, c'est comment Plancarpin en fait un tableau qui est très nuancé et qui met en valeur les Mongols dans une certaine mesure. Bien sûr que les Mongols sont une menace, bien sûr qu'ils sont venus en Europe, bien sûr qu'ils ont massacré, bien sûr qu'il faut apprendre à leur faire la guerre, mais il montre aussi la réalité de cette société mongole et il la montre sans véritable jugement de valeur ou sans description particulièrement négative. Il cherche d'abord à les connaître et à les comprendre. Et l'autre point qui est intéressant, c'est que Plancarpin arrive à les comprendre, et là, on a quelque chose qui historiquement est significatif, parce qu'on peut avoir la tendance de se dire que Plancarpin, franciscain d'origine italienne, qui arrive au cœur de la steppe mongole, c'est un monde qui est tellement éloigné, comment il a pu le comprendre? Comment ça se fait qu'il n'y ait pas eu de malentendu? Comment ça se fait qu'il ait pu décrypter les Mongols, leur manière de vivre, et les décrire de manière tellement précise, tellement ethnologique? Et en fait, c'est que, contrairement à ce qu'on pourrait penser intuitivement, il y avait aussi des passeurs, où il y avait aussi des manières de se comprendre. Le monde mongol n'était peut-être pas aussi éloigné qu'on pourrait le penser intuitivement. D'abord, lorsque Plancarpin arrive chez les Mongols, l'Europe a une tradition de connaissance des peuples de la steppe, qu'il ne faut pas sous-estimer. Elle a une tradition livresque. L'Europe avait été au contact déjà avec des peuples nomades. Le souvenir s'était gardé des Huns, de l'invasion des Huns, de leur rencontre avec le pape Léon ou avec Sainte Geneviève. Tout ça, c'était resté dans les livres. Mais surtout, il y a une expérience qui est encore vivante au XIIIe siècle des peuples nomades. Il ne faut pas oublier que l'Europe centrale, orientale, est au contact du monde nomade. Le royaume de Hongrie au XIIIe siècle est à peine sédentarisé. Il a encore des populations en son sein, par exemple les Sicules, qui sont encore nomades. À la frontière du royaume de Hongrie, il y a une immense galaxie d'une population nomade turcophone qu'on appelle les Comans, qui a établi une domination, disons, du Danube à la Volga. C'est eux, après, qui ont été conquis par les Mongols, qui ont été remplacés par les Mongols lorsque les Mongols ont installé leur pouvoir sur la Volga. Mais donc, ces Comans sont au contact de l'Europe et souvent, ils étaient utilisés comme mercenaires en Hongrie ou dans les terres germaniques. Donc, quelqu'un qui connaissait l'Europe centrale, en fait, avait une certaine idée de ce que pouvaient être les peuples nomades. Et puis, pour comprendre pourquoi Plancarpin a pu comprendre si bien ces nomades, qui semblent si éloignés, je voudrais aussi revenir à ce qui a fait la force de l'Empire mongol. C'est-à-dire, en fait, sa capacité à brasser des peuples à l'échelle de toute l'Eurasie. Bien sûr, les Mongols étaient un peuple de la steppe particulièrement éloigné, peut-être le plus éloigné par rapport aux grandes routes de civilisation, aux grandes routes d'échange, aux fameuses routes de la soie. C'était ce que les Chinois appelaient les barbares crus, par opposition aux barbares cuits, ceux qui étaient un peu plus en contact avec les Chinois, qui avaient commencé à travailler, à être civilisés par les Chinois. Ceci dit, les Mongols étaient en contact avec toutes ces tribus turco-mongoles dont j'ai parlé au début, les Tatars, les Merkites, les Naïmans, lesquels eux-mêmes étaient en contact avec la Chine du Nord. Et à cette époque-là, au début du XIIIe siècle, il n'y a pas une Chine unie. La Chine du Nord est soumise à une dynastie qu'on appelle les Jurchen, qui est d'origine mandchoue. Donc, il fait elle aussi partie de ce monde de la steppe. Au passage, ça vous explique pourquoi les Mongols ont pu faire des conquêtes si vite et arriver en Chine du Nord, en Asie centrale. C'est qu'en fait, ils étaient en contact avec cet ensemble de pouvoirs, de tribus, de peuples, qui étaient quand même en interaction les uns avec les autres, et dans un ensemble où la plupart des pouvoirs jusqu'en Asie centrale étaient assez instables et assez divisés. Là encore, un point que Plancarpin a remarqué dans son récit. Et la force de Gengis Khan puis des Mongols, ça a été qu'ils ont réussi à fusionner dans un peuple commun et dans un ensemble commun, d'abord les tribus de la steppe, qui ont été cassées et mélangées. C'est pour ça que la date de 1206 est importante. Les tribus de la steppe sont cassées et mélangées dans un peuple commun qui adopte pour toute son organisation militaire et politique un système décimal. L'armée est organisée en unités de 10, de 100, de 1000, de 10 000. Pourquoi faire ça? Parce qu'au lieu d'avoir les peuples traditionnels et les clans traditionnels, ça brasse tout le monde. Puis il y avait une garde spécialisée autour du grand khan mongol qui l'a aussi brassé différentes origines. Et les Mongols, après, ont su reprendre les chefs de ces différentes tribus, lorsqu'ils étaient doués militairement, et les mettre à leur service. Donc les Mongols ont su créer une force et une solidité militaire qui leur a permis de prendre possession de tout cet ensemble de peuples, de pouvoirs qui étaient plus ou moins en interaction les uns avec les autres, jusqu'à la Chine ou jusqu'à l'Asie centrale. Puis la force des Mongols, ça a été la capacité à reprendre les savoir-faire de ces différents peuples qu'ils ont conquis.
pour former un pouvoir, pour former une administration. Je vais vous donner un exemple pour faire comprendre ce que je veux dire. Lorsque Plancarpin arrive à la cour mongole, il va rapporter de la cour mongole, il va entrer en contact avec la cour mongole où il y a une chancellerie mongole. Et habituellement, les Mongols utilisaient un alphabet qu'ils avaient repris aux Ouïghours. Les Ouïghours étaient un peuple turcophone du bassin du Tarim, du Xinjiang, c'est-à-dire l'ouest de la Chine actuelle. Et c'est un peuple qui avait été au contact avec la route de la soie, c'est-à-dire qu'il avait eu un souverain qui s'était converti au manichéisme, ils avaient été au contact du bouddhisme, ils avaient été au contact de l'islam. Surtout, d'où était venu l'alphabet qu'utilisaient les Ouïghours? En fait, c'est un alphabet qui est dérivé de l'alphabet syriaque, donc du Proche-Orient, du Moyen-Orient. Et c'est un alphabet qui avait circulé, qui avait été repris par un peuple qu'on appelle les Sogdiens, qui était un peuple de marchands persans en Asie centrale. Puis ce peuple était passé jusqu'aux Ouïghours. Les Ouïghours eux-mêmes, en fait, Gengis Khan ou les Mongols n'ont pas repris leur alphabet directement aux Ouïghours. Ils ont repris cet alphabet à un Naïman, donc un autre de ces peuples de la steppe, donc les Naïman étaient au contact des Ouïghours. Ils avaient appris les techniques de chancellerie des Ouïghours, ils avaient appris l'écriture des Ouïghours, et donc ce Naïman s'était mis au service de Gengis Khan, et voilà comment les Mongols ont récupéré cet alphabet. Vous voyez que lorsque les Mongols font une chancellerie et qu'ils utilisent un alphabet, en fait ils récupèrent des siècles d'histoire et d'échanges des savoir-faire le long des routes de la soie, finalement du Proche-Orient jusqu'au cœur de la steppe mongole. Un autre exemple de ces échanges, c'est le fameux système de poste dont se plaint Plancarpin. En fait, lorsque Plancarpin arrive sur la Volga et qu'il est envoyé à la cour du Grand Khan, il fait le chemin Volga-steppe mongole en 3 mois, ce qui est quand même quelque chose d'extrêmement rapide. Et pourquoi il le fait? Parce qu'il y a un système de poste qui est extrêmement bien organisé, de relais en relais, et Plancarpin explique que c'était épuisant parce qu'il chevauchait. Il n'avait pas le temps de se reposer quand ils arrivaient à un relais de poste, il changeait immédiatement de cheval et il repartait. Il ne mangeait qu'une fois par jour, juste un peu, et il se plaint qu'apparemment la nourriture qu'on donnait, que les Mongols estimaient nécessaire à un ambassadeur, était beaucoup trop faible par rapport aux besoins qu'elle était habituée, même un franciscain européen. Donc il y a ce système de poste qui permet d'aller très rapidement et qui lui aussi a été repris au Naïman. Donc les Mongols avaient l'habitude d'utiliser des hommes de toutes les origines. Je vais vous donner un autre exemple dont ne parle pas Plancarpin, mais qui est un exemple célèbre qui montre comment les Mongols fonctionnaient. Avant les Jurchen, il y avait un autre peuple qui avait dominé le nord de la Chine qu'on appelait les Kitai. Et lorsque les Mongols, les troupes de Gengis Khan font la conquête de la Chine du Nord, elles reprennent un de ces Kitai qui était sinisé, qui s'appelait Yelu Chukai. Et c'est un personnage qui est très important dans l'histoire de Chine. Dans les Chinois, on fait presque une forme de grande figure de leur histoire. Pourquoi? Parce que au moins si l'on suit les récits chinois, lorsque Gengis Khan fait la conquête de la Chine du Nord, son projet était simple, tout raser en Chine du Nord pour faire des pâturages pour ses chevaux. Et ça correspond à une préoccupation des Mongols. Les chevaux, c'était comme les chars d'assaut. Il fallait des pâturages, comme il faut aujourd'hui du pétrole pour les chars d'assaut. Donc il fallait faire des pâturages pour les chevaux. Et Yelu Chukai réussit à convaincre Gengis Khan qu'il y a mieux à faire. Parce que s'il garde les villes de Chine du Nord, les villes de Chine du Nord, c'est du commerce et c'est des impôts. Et les impôts, c'est de la richesse pour le Grand Khan. Donc au lieu de tout raser, mieux vaut faire plus d'impôts et avoir plus d'argent. Et Gengis Khan réfléchit, il se ravise et finalement il épargne la Chine du Nord. Ceci derrière l'histoire, vous voyez que Gengis Khan était tout à fait capable de reprendre à son service des gens de toutes les origines et de faire une administration qui était beaucoup plus complexe qu'on ne le pense en général, et qui utilisait tous les peuples de l'Eurasie, que ce soit des Chinois du Nord, que ce soit des musulmans. Un autre exemple de ces peuples qui ont été brassés dans l'Empire mongol, ce sont des peuples d'origine chrétienne. Et il y a un peuple il y a une dénomination qui est célèbre en particulier, c'est ce qu'on appelle les chrétiens nestoriens. Alors je vous rappelle, les chrétiens nestoriens, l'église nestorienne, c'était une église qui s'était développée au moment où le christianisme se généralise dans l'Empire romain, au IVe, au Ve siècle. C'était une église qui avait son centre en Orient, dans l'Orient de l'Empire romain. Et c'est une église qui a été expulsée de l'Empire romain, elle a été déclarée comme hérétique par le concile d'Éphèse, elle a été expulsée de l'Empire romain, et elle a établi ses centres en Perse, puis plus tard à Bagdad, Mossoul. Donc c'est une église qui s'est retrouvée expulsée de l'Empire romain, mais qui s'est retrouvée implantée dans l'espace de la Perse ou de l'Irak d'aujourd'hui. Et comme... Pardon? Jusqu'au 5e. Absolument. Comme l'Empire romain lui était fermé, elle a pu essaimer le long des routes de la soie. Donc elle arrive jusqu'en Chine, en fait, déjà au 7e siècle. Les chrétiens nestoriens sont présents dans la grande ville chinoise de l'époque et soumettent un mémoire sur le monothéisme à l'empereur chinois. Donc ils sont présents en Chine au 7e siècle. En Chine, ils n'arrivent pas à avoir beaucoup de succès. Mais à partir de la Chine, ils peuvent essaimer vers tous ces peuples, toutes ces tribus turco-mongoles qui après ont été soumises à Gengis Khan.
Par exemple, les Kéréites, les Naïmanes, même les Tatars étaient en partie chrétiens. Autre exemple de chrétiens qui se trouvaient à la cour du Grand Khan, il y avait un peuple du Caucase qu'on appelait les Alains. Ce peuple du Caucase, lorsque les Mongols étaient passés par là, ils s'étaient rendus compte que c'était des très bons combattants. Donc les Mongols savaient reconnaître la valeur des combattants. Ils ont pris des Alains, ils les ont fait partir du Caucase, ils les ont amenés avec eux jusqu'en Chine. Après, encore jusqu'au XIVe siècle, on trouve en Chine un groupe qu'on appelle le groupe des Alains, qui est le descendant de ces combattants Alains qui avaient été exportés du Caucase et qui était une sorte d'unité spécialisée, une sorte de raid des Mongols de l'époque, une sorte d'unité spécialisée qui était utilisée par les Mongols. Les Alains du Caucase étaient, pour beaucoup d'entre eux, des chrétiens orthodoxes. Et vous voyez qu'on se rapproche encore une fois de l'Europe. À la cour mongole, il y avait des Géorgiens. Il y avait des Arméniens, puisque l'Arménie avait été soumise à l'Empire mongol. Et puis, il y avait beaucoup de Russes, puisque les principautés russes avaient été soumises par les Mongols. Donc vous voyez que dans cette cour mongole, dont on a l'impression qu'elle est si éloignée, on trouvait des Russes, on trouvait des chrétiens du Caucase, puis on retrouvait même au cœur du pouvoir mongol, parmi les plus proches des Mongols, de Gengis Khan ou de ses fils, de ses petits-fils, on retrouvait des gens qui étaient des descendants de ces peuples turco-mongols de la steppe qui avaient été convertis au christianisme nestorien. Plancarpin, lorsqu'il arrive à la cour mongole, rencontre deux hauts fonctionnaires de la cour mongole qui sont tous les deux des chrétiens nestoriens. Et il y a un autre exemple qui est très célèbre. Gengis Khan avait fait épouser à son fils cadet Tolui une princesse issue d'un de ces peuples qui avait été soumis par Gengis Khan, les Kéréites, une princesse qui s'appelait Sorkaktani. Et cette Sorkaktani était très importante parce que le fils de Tolui et de Sorkaktani, un des fils de Tolui et de Sorkaktani, c'est le fameux Kubilai, celui qui quelques années plus tard va devenir le grand Khan Kubilai qui reçoit Marco Polo. Or, cette Sorkaktani qui a fait la carrière de ses enfants et qui était elle aussi une grande femme de pouvoir mongol, cette Sorkaktani était une princesse chrétienne nestorienne. Donc ça signifie que le grand Khan qui reçoit Marco Polo avait en fait une mère qui était chrétienne. Vous voyez tout de suite pourquoi le contact était plus facile qu'on ne le pense en général. Et j'insiste beaucoup sur cette histoire des Nestoriens, parce que vous voyez que c'est une histoire, ces Nestoriens, c'est ceux qu'on appelle aujourd'hui les Assyriens, les Chaldéens, bref, c'est cette église autour de Mossoul qui a une telle histoire et puis qui est en train de disparaître sous nos yeux. Donc voilà pourquoi je pense qu'il est particulièrement important d'insister sur cette histoire. Donc les Mongols étaient capables de prendre autour d'eux des experts de toutes les origines et dans tous les domaines. J'ai parlé des lettrés, j'ai parlé des administrateurs. Les religieux aussi étaient particulièrement bien reçus chez les Mongols avec la manière de fonctionner des Mongols. C'est que pour les Mongols, il y avait le pouvoir mongol qui était un pouvoir sacré. Et puis après, chacun pouvait venir avec son rite et son savoir-faire. Dans l'idée des Mongols, chaque rite religieux, c'était un savoir-faire, comme un savoir-faire artisanal. Chacun pouvait venir avec son savoir-faire artisanal pour prier pour le grand Khan. Que ce soit des taoïstes, que ce soit des bouddhistes, que ce soit des musulmans, que ce soit des chrétiens de rites divers et variés. Une histoire, par exemple, pour vous montrer comment fonctionnaient les Mongols, c'est une histoire qui est assez célèbre. C'est celle du plus grand moine taoïste de la Chine de l'époque de Gengis Khan, du début du XIIIe siècle, qui s'appelait Chang Chun. Ce Chang Chun était partisan d'un taoïsme plus épuré par rapport au taoïsme traditionnel de l'époque qui utilisait beaucoup de pratiques magiques. Le problème pour Chang Chun, c'est que ce qui intéressait les Mongols d'abord, c'était justement les pratiques magiques. Qu'est-ce que les Mongols attendaient d'un rite religieux? Qu'il ait des pratiques magiques qui fonctionnent et qui puissent les aider. Et en plus de tout, les taoïstes avaient la réputation de maîtriser un peu l'alchimie et les techniques d'immortalité. Donc pour Gengis Khan, les taoïstes étaient très intéressants, parce que l'immortalité, évidemment. Donc Gengis Khan a convoqué Chang Chun. Et Chang Chun n'a pas eu le choix, il a dû aller jusqu'en Asie centrale, il a dû aller jusqu'à Samarcande, où il a rencontré Gengis Khan en 1222. Et selon le récit de ce voyage fait par le disciple de Chang Chun qui l'a accompagné, lorsque Chang Chun arrive chez Gengis Khan, Gengis Khan l'accueille avec une question très simple. Comment faire pour obtenir l'immortalité? Quelle est la recette? Et Chang Chun lui explique qu'il n'a pas tout à fait la recette, mais qu'ils peuvent essayer d'y travailler, mais que pour l'instant, on peut déjà essayer de prolonger la vie. Pour prolonger la vie, il faut économiser les énergies vitales. Donc il faut renoncer à la chasse, il faut renoncer aux efforts violents, il faut renoncer à boire de l'alcool, il faut renoncer à visiter les épouses. Gengis Khan remercie Chang Chun, et puis il le renvoie en Chine. Évidemment, il n'applique pas les conseils de Chang Chun. Mais il accueille Chang Chun. Et quand il le renvoie en Chine, il le renvoie avec un diplôme d'immunité fiscale. Donc Chang Chun, tous les disciples de Chang Chun étaient protégés par le pouvoir des Mongols. Et les Mongols faisaient ça avec tous les rites religieux. Donc, justement, excusez-moi, je me permets de vous interrompre. Un
nestorianisme, est-ce que ça s'apparente à l'arianisme? Non, c'est une autre, c'est toujours comment dire, dans cette période-là, c'est quelque chose qui est un peu différent par rapport à l'arianisme. L'arianisme, c'était qu'il y avait une différence claire entre le Père et le Fils. Le nestorianisme, c'était l'idée que dans la personne de Jésus-Christ, il y a une hiérarchie, qu'il y a deux personnes qui sont distinctes, qui sont séparées, que le Père et le Fils ne sont pas la même chose dans la personne du Christ. Ce sont ces querelles christologiques des premiers siècles, ce n'est pas exactement la même chose que l'arianisme. Au moment où le nestorianisme se développe, l'arianisme a déjà été en partie mis de côté. Le nestorianisme est d'une certaine manière quelque chose qui est plus complexe que l'arianisme. Donc vous voyez que les gens de rites religieux divers pouvaient être bien reçus à la cour mongole, et les franciscains pouvaient être bien reçus. Plancarpin, voilà pourquoi il est bien reçu. Quelques années après Plancarpin, il y a un autre franciscain, cette fois-ci envoyé par Saint Louis, qui va arriver au cœur de la steppe mongole, c'est le fameux Guillaume de Rubruck, qui lui arrive chez le successeur de Guyuk, le grand Khan Möngke, qui était le frère de Kubilai, donc qui était le fils de Tolui et de cette princesse chrétienne Sorkaktani. Et Rubruck nous raconte comment, à la cour de Möngke, il a pu organiser un débat, c'était qu'il y a eu un débat entre moines bouddhistes, entre musulmans et entre Rubruck, aidé de chrétiens nestoriens. Et Rubruck raconte comment il a organisé le débat, comment il a expliqué aux moines nestoriens que ça ne servait à rien de citer la Bible à partir du moment où c'était des arguments d'autorité qui n'étaient pas reconnus par les autres, mais il essaie d'utiliser un peu les techniques universitaires de l'époque. Ça, il dit, il faut procéder par ordre. D'abord, on fait une alliance avec les musulmans contre les bouddhistes pour prouver qu'il n'y a qu'un seul Dieu, pour prouver le monothéisme. Puis après, on se retourne contre les musulmans et on essaie de convaincre sur la vérité du christianisme. Donc il tient ce débat à la cour du grand Khan mongol qui assiste. Donc voilà comment les religieux étaient aussi mis au service des grands Khans mongols. Et puis, si je termine avec Rubruck, il fait son débat, puis à la fin, le grand Khan lui dit que c'est vrai, mais qu'il ne faut pas mépriser les autres religions, et que finalement, toutes les religions sont comme les 5 doigts de la même main, qui sont au service du même point, c'est-à-dire le Khan mongol. Ceci pour dire qu'il y a une autre idée qu'il faut essayer de gommer un peu, qu'on trouve souvent, c'est on parle souvent d'une tolérance mongole, parce qu'ils auraient accepté tous les rites religieux. C'est vrai et c'est pas vrai. Oui, ils acceptent tous les rites religieux, mais à une condition, qu'ils soient mis au service du pouvoir mongol. Et en fait, c'est le pouvoir mongol qui est sacralisé. Et le pouvoir mongol est inscrit dans un ordre divin. Il y a une formule qu'on retrouve très souvent dans les lettres mongoles pendant toute la période. C'est l'idée, très logique d'ailleurs, de la même manière qu'il n'y a qu'un seul Dieu au ciel, un Dieu unique. Les Mongols ont l'idée d'un Dieu unique et puis après des esprits qui peuvent exister, mais un Dieu unique qui unifie le tout. Donc de la même manière qu'il n'y a qu'un seul Dieu unique comme le ciel, il n'y a qu'un seul empereur sur terre, le grand Khan mongol. Donc on retrouve cette idée et si tous les rites étaient acceptés, évidemment il fallait s'incliner devant l'idole de Gengis Khan, il fallait se soumettre au pouvoir mongol et il fallait aussi respecter un certain nombre de rites mongols. Par exemple, Plancarpin raconte comment, lorsqu'on entrait dans une tente mongole, il ne fallait surtout pas toucher le seuil avec son pied. Il fallait franchir le seuil, sinon c'était un signe, un mauvais signe, et c'était un sacrilège et on était mis à mort immédiatement. Donc les Mongols étaient aussi, il y a un pouvoir qui est sacralisé, qui est l'héritier là encore d'une très longue histoire, qui est celle des grands empires nomades, de la steppe, aux frontières de la Chine, les grands empires turcs célestes des 7e, 8e siècles, qui avaient créé cette idéologie, qui l'avaient transmise aux Ouïghours, et puis voilà comment elle a circulé jusqu'aux Mongols. Donc, je reviens à la question de fond. Pourquoi est-ce que Plancarpin a été en mesure de décrire si bien les Mongols? Parce qu'en fait, contrairement à ce qu'on pense, les Mongols étaient peut-être éloignés, mais il y avait autour d'eux tout un ensemble de peuples et tout un ensemble de gens qui pouvaient servir d'informateurs. Et dans cet empire qui brassait les peuples, Plancarpin a rencontré plein d'intermédiaires et plein d'informateurs. Et la plupart d'entre eux, il l'a dit clairement, étaient russes, puisque les Russes étaient soumis aux Mongols et qu'on trouvait beaucoup de Russes dans les différentes cours mongoles. En fait, Plancarpin a même été choisi pour faire ce voyage. Ce n'est pas par hasard que Plancarpin a été désigné pour cette ambassade. Plancarpin a été choisi à cause de sa capacité à entrer en contact avec les Mongols à travers le monde slave. Pourquoi? Lorsque Plancarpin est désigné, j'ai déjà dit qu'il avait une 50aine d'années, c'était quelqu'un qui avait une expérience. En fait, ce qui est intéressant avec Plancarpin, c'est qu'il montre très bien l'évolution de l'ordre franciscain. C'est un frère du début de l'ordre franciscain. Il a connu Saint François. Il a connu les débuts plus compliqués de l'ordre franciscain. Il a vraiment voulu porter la parole franciscaine. Il a été touché par le modèle de Saint François. Et dans un premier temps, dans les années 1220, il va porter la parole franciscaine dans les terres germaniques. Et il va participer à installer l'ordre dans les terres germaniques.
Et ça n'a l'air de rien, mais si on regarde les chroniques franciscaines de l'époque, l'installation des franciscains venus d'Italie centrale en terre germanique avait été très compliquée, parce que c'était déjà un espace culturel assez éloigné pour eux. Et en fait, à travers cette installation dans les terres germaniques, il montre très rapidement qu'il a un véritable génie d'organisation et devient très rapidement un personnage très important. Et il noue des contacts avec tous les personnages importants de l'Europe centrale. Et c'est lui qui organise en partie l'ordre franciscain dans les terres germaniques et puis qui après va encourager au-delà l'installation de l'ordre franciscain en Bohême, dans les terres polonaises, en Hongrie. Et ça signifie que Plankarpin est quelqu'un qui connaît très bien les aristocraties slaves, polonaises ou le royaume de Hongrie. Et vous vous rappelez ce que je dis tout à l'heure, que lorsqu'on était en Europe centrale, en Hongrie, on avait l'expérience des peuples nomades. Plankarpin est peut-être originaire d'Italie centrale, mais comme il est très familier avec ces régions-là, voilà pourquoi il avait une certaine expérience et il n'a pas été choisi par hasard. Voilà aussi pourquoi il a passé tellement de temps en Pologne lorsqu'il part de Lyon et qu'il passe tout l'hiver en Pologne. En fait, la Pologne avait des interactions permanentes avec le monde russe. Que ce soit la Pologne ou la Russie de l'époque, ce sont des ensembles qui sont divisés avec des aristocraties, des princes qui sont en relation permanente entre eux. Et Plankarpin s'arrête en Pologne parce que grâce à ces très bonnes relations avec l'aristocratie polonaise, il peut préparer son voyage en Pologne. Par exemple, il prend avec lui un frère originaire de Pologne, le frère Benoît de Pologne, qui va lui servir de traducteur. Et grâce à Benoît de Pologne, il pourra entrer en contact avec tous les intermédiaires russes qu'il va rencontrer au cours de son voyage dans les terres mongoles. Par exemple, lorsqu'il arrive à la cour du grand khan Guyuk, un autre type de gens que les Mongols mettaient à leur service, si je puis dire, c'était les captifs. Quand ils arrivaient quelque part et qu'ils faisaient des captifs, quand un captif avait une utilité, quand un prisonnier avait une utilité, il était immédiatement préservé par les Mongols. Et s'il avait un véritable savoir-faire, par exemple, si c'était un orfèvre, ça c'était quelque chose que les Mongols adoraient, il pouvait passer de prince en prince. Et voilà comment, lorsque Plankarpin arrive à la cour de Guyuk, en fait, celui qui avait fait le trône de Guyuk, c'était un orfèvre russe qui avait été récupéré par les Mongols. Guillaume de Rubruck, qui une dizaine d'années après arrive à la cour du grand khan Nungé, lui a eu un autre informateur, c'était un orfèvre parisien qui travaillait en Hongrie, qui avait été capturé au moment où les Mongols avaient attaqué la Hongrie, qui était passé de prince en prince et qui avait fini par travailler, par faire une fontaine pour le grand khan mongol. Vous voyez comment il pouvait y avoir plein de populations différentes auprès des Mongols. Donc Plankarpin va pouvoir utiliser ces différents intermédiaires. Donc il va utiliser cet orfèvre russe qui s'appelait Cosme. Et d'ailleurs Plankarpin dit dans son récit, j'ai même pas eu besoin de le forcer ou de lui demander beaucoup d'informations parce que Cosme dès le départ a tout de suite compris pourquoi on était là et ce qu'on voulait. C'est que ce russe qui était obligé de faire le trône pour le grand khan mongol, donc il avait une certaine familiarité avec le pouvoir, savait parfaitement que Plankarpin était venu espionner et il donne toutes les informations nécessaires à Plankarpin pour qu'il reparte avec ce qu'il était cherché. Ou un autre exemple de russe avec lequel Plankarpin entre en relation à la cour du grand khan, c'est le prince de Souzdal qui s'appelait Yaroslav et qui était en fait le père du fameux Alexandre Nevski. Et donc ce Yaroslav avait été obligé d'aller faire soumission chez le grand khan mongol. Et d'ailleurs ça se termine assez mal pour lui, puisqu'il est obligé de faire soumission au grand khan mongol. Il est reçu à la cour de la mère de Guyuk Toregene et il meurt après avoir mangé à la cour de Toregene. Et tout le monde soupçonne un empoisonnement. Donc, en attendant, Plankarpin l'a rencontré. Évidemment, là, on a autre chose. On a un grand prince russe, mais qui connaissait les Mongols et pour cause, qui va donner plein d'informations à Plankarpin. Et donc, ce frère Benoît, qui est originaire de Pologne, en fait, servait d'intermédiaire. C'était lui qui faisait les traductions, et c'était par l'intermédiaire du russe que la communication se faisait. Plankarpin le raconte, où il y a un autre frère, un certain C. de Bridia, qui a fait un petit texte où il a repris des informations qu'il avait entendues et de Plankarpin et de Benoît de Pologne, et où il complète un peu le récit de Plankarpin. Donc en fait, comment ça se passait? Le frère C. de Bridia explique ça très clairement. Plankarpin parlait du latin en polonais, et le frère Benoît traduisait, en fait, quand je dis le polonais à l'époque, il y a un idiome commun, on peut se comprendre du polonais au russe. Il y a des variations, mais on peut se comprendre de l'un à l'autre. Donc le frère Benoît traduisait du polonais russe. Il y avait toujours un russe sur place qui comprenait, qui éventuellement, s'il le fallait, pouvait traduire en mongol, pardon. Donc comment se faisaient les traductions, par exemple, quand on a été confronté à des mongols? Latin, polonais russe, mongol. Puis après, on repartait en sens inverse. Donc voilà pourquoi Plankarpin peut apparaître comme un franciscain, au départ originaire d'Italie centrale, arrivé au cœur de la steppe mongole, le point maximal d'éloignement.
Et en même temps, vous voyez comment ce frère a été capable de s'insérer dans cette circulation de personnes autour du pouvoir mongol, et cette particularité du pouvoir mongol, d'être capable de brasser les peuples les plus divers. Et c'est ça qui explique pourquoi Plancarpin a eu des intermédiaires qui ont été capables de l'informer, et c'est ça qui explique la capacité de voir, d'observer, de comprendre les Mongols de ce franciscain. Et vous voyez au passage que les hommes du Moyen-Âge ont une véritable capacité à comprendre ce qu'ils voient et à échanger. Alors reste un dernier élément, c'est l'échange diplomatique à proprement parler. Je vous ai dit que le pape avait écrit des lettres, alors là dans un latin très rhétorique, au grand khan mongol. Et le khan mongol lui a répondu. Alors comment s'est fait l'échange? Plancarpin arrive et il présente les lettres. Que disaient les deux lettres? J'ai dit que la première, la Dei Patris Immensa, c'était une présentation du christianisme et un appel à se baptiser. Avec évidemment un autre point. Le pape est à la tête de l'Église universelle et il appelle le khan à se faire baptiser et à reconnaître l'autorité du pape. Puis la deuxième lettre est peut-être encore plus intéressante, la cum non solum homines. Et vous voyez, les premiers mots déjà ils sont clairs, comme non seulement les hommes, mais aussi les animaux et tout ce qui appartient à l'ordre est soumis à un certain ordre naturel. On retrouve une idée qui est en train de se développer dans les universités européennes du XIIIe siècle, c'est celle d'un droit naturel, d'un ordre naturel. On ne peut pas commettre des actes de violence arbitraire, il y a un ordre, un droit universel à respecter. Bref, que dit cette lettre? Elle demande au khan de se justifier, quelles sont les causes de l'attaque. Et elle explique qu'une telle attaque est contraire aux droits les plus élémentaires de l'être humain. En fait, elle demande au khan de cesser ce qui est quasiment qualifié d'action génocidaire, exterminer des populations et des populations entières. Bref, d'une certaine manière, elle demande presque au khan de se justifier au regard de ce qu'on pourrait déjà qualifier de droits de l'homme qui sont en train d'être formulés dans les universités européennes de l'époque. Alors la réponse du grand khan. La lettre du pape disait que cette attaque était génocidaire et qu'elle ne se justifiait pas et qu'elle était contraire aux droits naturels, aux droits humains les plus élémentaires. Réponse du grand khan Buik, l'attaque était parfaitement légitime et parfaitement justifiée. Il explique pourquoi. Il avait envoyé des émissaires dans le royaume d'Hongrie pour demander sans doute la soumission des Hongrois, et les Hongrois avaient mis à mort les émissaires. Donc, si les ambassadeurs sont mis à mort, il y a casus belli, et un casus belli on ne peut plus légitime. Puis il y a aussi une incompréhension vis-à-vis de la demande du pape. Je cite la lettre, il dit, le texte original de la lettre dit « toi, pape, tu nous as demandé de nous faire baptiser. Nous n'avons pas compris cette demande. Nous n'avons pas compris ce que tu nous as demandé. » Alors et là, quand on voit ce texte, la première réaction, c'est de se dire il n'a pas compris ce que ça voulait dire, se faire baptiser, ce que c'était que l'appel à se convertir au christianisme. Sauf que si on regarde un peu plus en profondeur, il faut dépasser ce thème du malentendu, puisque je viens de vous dire qu'il y avait plein de chrétiens autour de lui. Puisque je viens de vous dire que tout le contact avec Plancarpin s'est fait par l'intermédiaire de secrétaires ou d'administrateurs qui étaient des chrétiens nestoriens. Donc même si le grand khan n'avait pas compris ce que ça voulait dire se faire baptiser, il aurait pu se le faire expliquer. Mais ce n'est pas ça le problème. Ce n'est pas qu'il ne comprenait pas ce que ça voulait dire se faire baptiser. C'est que si on se met à la place du grand khan mongol, et il explique dans la suite de sa lettre, il dit le grand khan mongol, qui était le maître de tant de peuples, de l'Orient à l'Occident, dont les conquêtes étaient un signe évident de faveur divine, ne pouvait pas comprendre comment le pape pouvait se permettre de lui demander de se soumettre au pape. Et je continue à citer la lettre. Comment vous autres occidentaux faites-vous pour savoir quel est celui que Dieu choisit d'élire par sa grâce? Et il termine en disant, nous autres Mongols qui avons remporté tellement de victoires, c'est un signe évident de faveur divine, c'est donc à vous de vous soumettre aux Mongols. Et il termine en disant au pape, si tu ne veux pas être détruit, prends tous tes princes et viens faire acte de soumission au cœur de la steppe. Et lorsque je parle d'occidentaux, c'est intéressant parce que ce n'est pas mon interprétation, ce n'est pas moi qui applique un terme anachronique. En fait, c'est Plancarpin qui fait cette traduction. Puisque je reviens à la manière dont se faisait la communication. Je vous ai dit latin, polonais, russe, mongol, mongol, polonais, russe, latin. Plancarpin a pris note de la traduction du texte original. Alors le texte original, on l'a encore, il a été rapporté par Plancarpin, il a été gardé aux archives vaticanes, c'est un des trésors des archives vaticanes aujourd'hui. Mais Plancarpin a aussi rapporté une traduction latine, qui après a circulé dans les chroniques, dans les récits, et Plancarpin nous explique comment il a pu réaliser cette traduction latine. Les secrétaires, quand ils sont venus, ont bien vérifié, ont traduit la lettre du khan mongol, on est passé par le polonais russe, par le latin. Ils ont demandé à Plancarpin de refaire la traduction du latin en polonais russe vers le mongol pour que ça revienne dans l'autre sens et pour vérifier que Plancarpin avait bien compris ce qu'il disait. Et Plancarpin a pris en note en latin le texte.
Que dit l'original de la lettre? Le style mongol est un style direct. Le style des lettres mongoles, c'est un style direct. Donc il ne dit pas occidentaux, il dit « Toi, pape, tu nous as dit de nous convertir au christianisme. Toi et les tiens, comment faites-vous pour savoir qui Dieu choisit d'élire par sa grâce ?» Et la traduction de Plancarpin pour « toi et les tiens », c'est « homines occidentis », vous les hommes de l'Occident. Donc c'est bien Plancarpin qui interprète ça, et vous voyez comment il y a une certaine conception aussi de la spécificité de la culture européenne occidentale qui apparaît à travers ce contact avec les Mongols. Donc lorsque j'emploie le terme d'Occident, ce n'est pas un terme anachronique que j'emploie, un terme qui vient d'aujourd'hui. Et un dernier point sur cette fameuse lettre dont je viens de dire que l'original s'est conservé aux archives vaticanes. Elle n'a pas été écrite avec, c'est pour ça que j'ai un peu hésité tout à l'heure, que je me suis repris, elle n'a pas été écrite avec l'alphabet ouïghour dont je vous ai parlé, elle n'a pas été écrite en mongol. Précisément d'après le récit de Plancarpin, on comprend qu'il y a une rédaction originale qui a été faite en mongol, puis qui a été traduite, Plancarpin a pu prendre la traduction en latin. Mais au moment d'envoyer le document en Europe, les Mongols se sont demandé qu'est-ce qu'on va pouvoir utiliser comme langue que les Européens comprennent, parce que si c'est le mongol, ils ne comprendront pas. Et donc ils ont pris la langue la plus occidentale qu'ils connaissaient. Et la langue la plus occidentale qu'ils connaissaient, qui était effectivement une langue véhiculaire en Asie centrale et qui circulait, c'était le persan. Et donc la lettre a été rédigée en persan, avec au début une titulature du Khan mongol qui est en turc, ce qui renvoie à toute cette idéologie des peuples de la steppe d'origine turque qui avait une très longue histoire. Donc la lettre est en persan. Maintenant, si pour finir, on essaie de placer cette rencontre dans une histoire de long terme, parce que j'ai dit que cette rencontre entre le franciscain envoyé du pape et le grand khan mongol, c'est aussi un moment qui est historiquement très significatif. Qu'est-ce que c'est que l'empire mongol? D'une certaine manière, c'est le dernier grand empire monde de l'histoire, et c'est le plus important. On peut aussi lire l'histoire, si on la lit sur le très long terme, sur des millénaires, comme une suite d'élargissements progressifs qui se sont faits autour des grands espaces, des grands empires mondes. Si je prends l'Antiquité, je peux dire que la civilisation a commencé à se développer sur une bande étroite. Égypte, Mésopotamie, puis qui s'est dilatée au Proche-Orient, Hébreux, Phéniciens, puis les Grecs, puis Alexandre le Grand qui venait d'un espace marginal du monde grec. Et puis après l'Empire romain qui était lui-même, qui une cité tout à fait marginale, qui est entré en contact avec le monde hellénistique et qui a fait la conquête. Et ce processus, je peux aussi le lire de l'autre côté de l'Eurasie, dans le monde chinois. En fait, la Chine telle qu'on la connaît est le résultat de siècles d'échanges et de développement avant d'avoir été unifiée. Il y a un monde chinois qui naît du côté du fleuve jaune, et puis ce monde chinois se dilate progressivement et ça fait toute une période antique des royaumes combattants qui luttent les uns avec les autres avant d'être unifiés exactement à peu près au même moment où apparaît l'Empire romain en Occident, au moment des guerres puniques de Rome, Carthage. Exactement à ce moment-là, au IIIe siècle avant Jésus-Christ, apparaît un empire chinois unifié qui avait été unifié déjà par un royaume de la marge du monde chinois, qui était mélangé avec le monde nomade, qui était perçu comme quelque chose de pas tout à fait chinois par les autres royaumes combattants. Et puis dès le moment où ce monde chinois est unifié, où le grand empire monde chinois est fait de manière presque synchronisée avec l'empire monde romain, il y a des premiers empires de la steppe qui apparaissent. Le Shan Yu qui unit les peuples turcophones, qui combat avec l'empereur de Chine et ça donne la première grande muraille. Et vous voyez que ce mouvement de dilatation et de grands empires, en fait, ne s'est jamais arrêté. Si je continue en Europe, l'Empire romain, en fait, ça a été un arrêt sur image juste un temps. Parce que l'Empire romain, très rapidement, les peuples germaniques sont entrés en contact avec l'Empire romain, puis l'Empire romain est tombé, ça donne notre Moyen-Âge, qui en fait n'est pas une période de régression, qui est simplement une période d'élargissement géographique. Là où on avait une civilisation méditerranéenne sur une bande étroite, on a une nouvelle histoire qui commence en Europe du Nord et qui brasse de plus en plus de peuples et qui s'étend avec les peuples germaniques, avec les peuples slaves et ainsi de suite. Et je peux faire la même lecture en Asie, avec le monde chinois qui met en jeu les peuples de la steppe, qui met en jeu les peuples d'Asie centrale. Dans ce cadre-là, je peux aussi parler de la naissance de l'islam qui apparaît dans une péninsule arabique qui était à l'écart et qui lui aussi va brasser, créer un immense empire, faire entrer de plus en plus de peuples. Bref, vous voyez comment au bout du compte, j'arrive au XIIIe siècle au Mongol, c'est-à-dire au point le plus éloigné de tout ce système de dilatation qui est sur des millénaires. Finalement, les Mongols sont ce point le plus éloigné qui a réussi à unir quasiment toute l'Eurasie autour d'un empire commun et qui a brassé des peuples et des peuples entiers. Et
Encore une fois, quand je dis ça, c'est pas simplement mon interprétation a posteriori, c'est que c'est vraiment ça qui a frappé Plancarpin. Le grand moment du récit de Plancarpin, c'est quand il arrive pour assister à l'intronisation du Guyuk. Et là, il voit tous ces peuples, il parle de centaines d'émissaires de peuples inconnus, de tous les chefs, de tous les émirs, de tous les khans qui peuvent exister en Asie centrale, en Asie, et se rend compte à quel point le monde est immense. Il parle d'un peuple, quelque chose dont on n'avait jamais entendu parler en Europe, quelque chose de très original, il découvre même les Coréens. Donc voilà à quel point le monde est beaucoup plus grand que ce que les Européens avaient pensé. Alors Plancarpin rapporte encore une dernière information qui est très importante. Plancarpin, qui faisait ce travail d'information, justement par ses informateurs, se rend compte que les choses ne se passent pas très bien au sommet de l'Empire mongol, que les héritiers de Gengis Khan sont en train de se disputer, que les petits-fils sont en train de se disputer les uns avec les autres. Et il dit, là, il y a un espoir, parce que c'est possible qu'ils finissent par s'affronter entre eux. Et s'ils s'affrontent entre eux, du coup, ils ne pourront plus nous attaquer. Et Plancarpin annonce quelque chose qui va effectivement se dérouler une quinzaine d'années après son voyage. Les petits-fils de Gengis Khan vont finir par se disputer, l'unité de l'Empire mongol va s'écrouler, et il y aura une entité qui va se développer sur la Volgaze qui a donné naissance à la Horde d'Or, et dirigée par les héritiers de celui qui était le fils aîné de Gengis Khan, Jechi. Puis il y aura un Khanat en Perse, il y aura un Khanat en Asie centrale, et il y aura un Khanat qui va récupérer le titre de Grand Khan, celui de Kubilai en Chine, et Kubilai qui reçoit Marco Polo. Et voilà pourquoi les Mongols n'ont pas attaqué de nouveau l'Europe. C'est qu'il n'y a plus d'empire à partir de 260, il n'y a plus d'empire mongol uni, mais il y avait juste aux frontières de l'Europe un Khanat de la Horde d'Or sur la Volga qui ne pouvait plus utiliser toutes les ressources de l'Eurasie pour attaquer l'Europe. Il pouvait d'autant moins les utiliser qu'il était en guerre avec les cousins mongols de Perse ou d'Asie centrale. Ceci dit, le voyage de Plancarpin est important parce que vous voyez qu'ici il y a un basculement. À travers cette découverte de l'Asie et des immensités de l'Asie, et là, il y a une véritable ouverture des perspectives de l'Europe et de l'Occident. C'est-à-dire que Plancarpin est fascinant par sa qualité ethnologique et qu'il fait découvrir aux Européens à quel point ce monde de l'Asie est beaucoup plus grand que tout ce qu'ils avaient imaginé. Et l'engouement pour le récit de Plancarpin, qui, sur son chemin de retour, s'arrête de couvent en couvent, de cour royale en cour royale, qui raconte, qui est prise en note par les frères ou par les gens qui l'écoutent, est symptomatique d'un intérêt pour l'Asie, pour des perspectives plus grandes qui saisit l'Europe. Un exemple pour montrer cet engouement, la lettre de Guyuk, on l'a dans une autre chronique. La traduction latine de la lettre de Guyuk, on l'a dans une autre chronique, qui est une chronique franciscaine très célèbre, qui est celle du frère franciscain Salim Béné de Adam, qui écrit sa chronique vers 1287. Donc vous voyez, quelques 40 ans après le voyage de Plancarpin. Mais dans sa jeunesse, à côté de Lyon, il avait vu Plancarpin, il avait écouté Plancarpin, il a recopié le texte de la lettre de Plancarpin, il l'a gardé avec lui et il l'a inséré dans sa chronique. Vous voyez comment les nouvelles circulaient, on voit ici comment l'Europe a commencé à s'intéresser et à être fascinée par l'histoire de tous ces peuples d'Asie. Alors ici, on bascule vers une autre histoire parce que la qualité du récit de Plancarpin avait aussi un défaut, c'est qu'il fait un récit qui est très ethnologique, très précis sur un peuple, les Mongols. Et comme à partir de 1260, les Mongols ne sont plus une menace, d'une certaine manière, le récit de Plancarpin passe un peu d'actualité. Il n'a jamais été oublié, il a été recopié, il a été repris dans l'encyclopédie la plus célèbre du Moyen-Âge finissant, celle de Vincent de Beauvais, qui était d'autant plus importante que c'était un peu l'ouvrage de formation des Dominicains. Le Plancarpin n'a jamais été oublié, son récit a été imprimé dès la fin du XVIe siècle, puis il a été traduit en français, imprimé au XVIIe siècle. Donc il n'a jamais été complètement oublié, mais il n'a jamais non plus, il est très rapidement passé au second plan, il n'a pas eu le succès de celui qui est devenu le grand voyageur que tout le monde connaît, c'est-à-dire Marco Polo. Et pourquoi? Parce que Marco Polo, lui, à part son expérience particulière d'être allé en Chine, d'être resté en Chine quelques 17 ans, Marco Polo, lui, a fait un ouvrage avec le Rustichello de Pise, qui était un ouvrage de littérature dans lequel il décrit le monde entier. La différence, Plancarpin a fait un récit ethnologique sur un peuple, mais quand ce peuple passe d'actualité, le récit passe un peu d'actualité aussi. Là où Marco Polo fait un récit littéraire, justement sur toute cette fascination pour un monde tellement large et pour tous ces peuples d'Asie, pour lesquels Plancarpin avait ouvert la porte. Mais j'insiste sur Plancarpin parce que vous voyez ici comment l'Europe commence à être fascinée par ces nouveaux horizons et comment il y a toute une culture de l'expansion, de la découverte, de l'intérêt qui va commencer à animer l'Europe. Et le résultat de toute cette culture et de tout ce goût pour l'ailleurs, pour retrouver l'Asie,
vous le connaissez tous, ce sont les grandes navigations, et puis à terme, c'est aussi Christophe Colomb. Et finalement, le moment de Plancarpent, c'est celui de ce basculement entre une Asie qui est immense, qui est très riche, qui est très prospère, qui est avec des peuples immenses, et des Mongols qui sont des héritiers de millénaires de circulation, d'échanges le long des routes de la soie. Et l'Europe arrive pour la première fois à se connecter véritablement à cet espace et à le découvrir. Et en se connectant à cet espace et en le découvrant, elle en est tellement fascinée, comme en plus elle est en plein essor économique et intellectuel, qu'elle va développer toute une culture de l'expansion qui après va lui permettre de basculer de l'autre côté vers l'Atlantique, vers l'Amérique du Nord et de dominer le monde. Et voilà pourquoi cette date de 1246, lorsque Plancarpent arrive à la cour du Grand Khan mongol, ben c'est aussi une ligne de partage des eaux historiques sur la très longue durée. Merci beaucoup.